Bonjour à tous, Jean-François Delfraissy, président du CCNE, du Comité consultatif national d'éthique. Merci à la direction de l'ABM de m'avoir demandé de vous faire un exposé, non pas final, hein, rien n'est final dans le sujet de la bioéthique, mais je dirais un temps de fin de votre réunion. Et bonjour Madame la Ministre, j'ai appris donc hier que vous veniez. Vous verrez que dans mes sujets, j'ai abordé certains sujets qui vous intéressent. Je voudrais vous parler en fait de quatre points. D'une part, sur la bioéthique et le CCNE, so what, parce que je ne suis pas sûr que vous sachiez tous ce qu'est exactement le CCNE. Un deuxième élément sur une éthique ouverte sur la cité, et non pas fermée sur elle-même. Un troisième point en abordant rapidement deux sujets. J'ai vu que ce matin, vous l'aviez abordé dans certaines sessions autour des organoïdes et puis finalement, ça c'est anticiper ce qui va se passer. Et puis regardez les conséquences aussi de la loi de bioéthique de 2022 sur les enjeux de procréation. On attendait certaines choses, il y en a d'autres qui sont arrivées, vous le savez, mais on va les revoir rapidement. Et enfin, je voudrais terminer sur un enjeu que je perçois à titre personnel majeur, sur notre démocratie française, la tension entre deux grandes valeurs éthiques que sont l'autonomie d'un côté et la solidarité de l'autre. Et vous donnez deux exemples à propos de ce que j'ai vécu dans Covid et puis de questionnement autour de la fin de la vie. Alors, la bioéthique et le CCNE, juste, je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler ce qu'est la bioéthique, mais dans ce contexte géopolitique très particulier que nous avons depuis quelques jours, rappelons-nous que la bioéthique moderne a été fondée après le deuxième procès de Nuremberg, qui est ce procès des médecins nazis qui avaient procédé, au nom de la science, à un certain nombre d'expériences sur les juifs, mais pas que sur les juifs, dans les camps de concentration. Et quand je suis arrivé au CCNE, je me suis replongé un peu dans l'historique de tout ça. Je n'étais pas un spécialiste de l'éthique, vous le savez. Et j'ai constaté avec effroi que ces médecins nazis n'étaient pas des petits médecins, mais qu'il s'agissait des grands patrons de Munich ou de Berlin. Et je vous rappelle qu'à l'époque, la médecine allemande était le top niveau en Europe, bien plus que la France, bien plus que les États-Unis, qui ont d'ailleurs récupéré un certain nombre de médecins et de savants après la guerre. Et donc, ça montre bien l'extrême complexité et le besoin d'avoir une réflexion bioéthique et de ne pas non plus toujours faire confiance à la science, mais de savoir s'en emparer au bon moment, mais de savoir aussi limiter là où elle peut vous pousser. La folie des hommes n'a pas de limite et on le voit en ce moment. Alors, sur les grands sujets de bioéthique, voilà, c'est finalement, c'est la dernière phrase qui est importante, c'est quel monde voulons-nous pour demain et sur quoi on s'appuie, sur quel type de réflexion on peut s'appuyer. Alors, il y a des grandes valeurs éthiques, vous savez qu'on distingue un peu l'éthique et la morale distingue ce qui est le bien et le mal, la bioéthique est beaucoup plus nuancée à cet égard, et il y a un certain nombre de grandes valeurs qui sont citées, que vous connaissez. Il est bon de les rappeler, je m'attarderai sur les deux dernières, entre la notion d'autonomie et de liberté individuelle et de vision plus collective autour de la solidarité. Je dirais que notre vision de l'éthique à la française a toujours en sous-bassement, et j'y tiens à titre personnel, de penser aux plus démunis et aux plus fragiles au sens de la fragilité globale qui peut exister. Et je pense que ça nous honore, ça honore aussi nos politiques de nous accompagner à certains moments sur ces sujets, de s'occuper des plus fragiles. Une démocratie qui s'occupe de ses patients les plus fragiles reste une belle démocratie. Le CCNE a été fondé par François Mitterrand il y a maintenant 40 ans, et je reviendrai sur les 40 ans du CCNE. C'est une instance qui est une instance administrative indépendante, et ça pose tout de suite la question de l'indépendance, mais par rapport à qui? Et immédiatement, vous pensez, en particulier les scientifiques et les médecins, l'indépendance par rapport aux politiques. C'est vrai, on est nommé par finalement les différentes instances. Moi-même, je suis nommé par le président de la République. C'est une véritable indépendance qui doit se construire à chaque fois. Elle se construit par le fait qu'on a à peu près 50% d'autosaisine et 50% de saisine.
Mais il existe une autre forme d'indépendance, qui est beaucoup plus subtile, qui est l'indépendance vis-à-vis de la société. Car la société évolue, et on a bien vu que ces grandes valeurs éthiques dont j'ai parlé sont mises en tension à la fois par les avancées de la science d'un côté, et de l'autre côté par les évolutions sociétales. Et les évolutions sociétales font que le CCNE s'intéresse à certains moments à des sujets qui sont moins médicaux, moins scientifiques, mais plus autour de la société. Et c'est des dérives voilà, qui peuvent être rattrapées, mais il existe un lien avec la pression, entre guillemets, des besoins ou des nouvelles visions de la société civile, qui sont des éléments importants dont on doit tenir compte, mais qui ne doivent pas non plus primer sur une réflexion éthique beaucoup plus générale. Alors, la dernière loi de bioéthique a modifié un peu le CCNE avec l'arrivée de membres de la société civile au sein du CCNE. À titre personnel, j'y étais pas totalement favorable. Ça va vous surprendre pour quelqu'un qui vient du VIH/SIDA. J'étais très favorable à la discussion avec les groupes de représentants de la société civile dans les groupes de travail, mais faire partie du CCNE lui-même, c'était une vraie question. J'avais tort, je le reconnais volontiers, j'avais tort, et après 1 an et demi d'expérimentation, l'arrivée de ces membres de la société civile apporte quelque chose de nouveau vis-à-vis de ce club d'intellectuels du 7e arrondissement, comme je le dis de temps en temps, et qui ne fait pas toujours très plaisir à mes membres. Alors, finalement, 3 points. D'une part, une structure qui est une structure d'intelligence collective et qui est très pluridisciplinaire, qui a évidemment, il n'y a que 30% de chercheurs et de biologistes, et le reste, il y a des sciences humaines, des juristes, des philosophes, et puis une structure indépendante avec cette double notion d'indépendance à la fois par rapport aux politiques et par rapport à la société. Et puis, c'est un exercice, finalement, mais dont vous avez l'habitude dans d'autres structures, d'intelligence collective. Alors, sur les avis récents qu'on a pu faire, voilà, ils sont relativement variés, vous le voyez, ça peut être une autosaisine ou une autosaisine. J'en retiens 2 assez marquants, je dirais, qui datent de septembre et d'octobre 2022, donc il y a pile 1 an. Le premier sur la fin de vie, j'aurai l'occasion d'y revenir, et le second sur les enjeux éthiques de la reconstruction en santé, avec un système de santé qui est ce qu'il est, qui a été, je dirais, mis en grande tension au moment de la période Covid, qui sort avec des questionnements, mais qui ne sont pas seulement en France, qui sont généralisés, en Europe, aux États-Unis, vous le voyez également, qui posent toute une série de questions. Et la reconstruction, bien sûr, va se faire avec les financements, avec une série de grandes questions de ce type, mais elle va se faire aussi sur, finalement, quelle valeur porte le soignant et le fait de pouvoir dire que, à la fois le temps passé, l'humanité passée, doit pouvoir être comptabilisé et pris, sinon au même niveau, mais en tout cas à un niveau qui peut être comparable et qui doit être mesuré par rapport à ce qu'est la technique du soin et l'innovation et bien sûr la recherche. C'est revenir finalement dans ces grands enjeux éthiques à se reposer la question de ce qu'est le métier du soin et de prendre le temps d'avoir de l'humanité, puisque vous savez que c'est ce que demandent finalement les patients qui sont en face de nous. Alors, sur les sujets à venir, il y a plusieurs sujets autour des enjeux éthiques autour de la psychiatrie, du genre. Moi, je n'étais pas très chaud pour aller vers un thème sur le genre, mais la majorité des membres du CCNE a souhaité y aller, donc on a démarré. Il y a également une saisine qui est en cours sur la simplification de la recherche clinique et avec les enjeux éthiques qui sont posés par éventuellement cette simplification pour les droits des patients et les CPP. Et puis, il y a des groupes permanents qui réfléchissent, en particulier dans le cadre des neurosciences, et vous avez eu l'occasion d'en parler au cours des 2 jours. Je pense que le plafond de verre qui existait sur les neurosciences
Il y avait bien sûr du fondamental qui a toujours existé, mais finalement ce passage de données très fondamentales à l'innovation thérapeutique et à la prise en charge, il y avait une sorte de plafond qui existait jusqu'à maintenant, et on commence à voir maintenant ce plafond être mis en cause, et avec des avancées assez extraordinaires qui sont en train d'arriver et qui vont faire l'objet finalement d'un questionnement au cours des prochaines années. Alors, le CCNE a fêté ses 40 ans, donc au mois de mars, en présence du président de la République et de Madame la ministre, d'ailleurs, sous l'Institut. Pour ceux qui sont intéressés par les enjeux de bioéthique, on a sorti un bouquin qui s'appelle les 40 ans de bioéthique en France, qui vous permet de retracer en vous plongeant là-dedans. C'est un peu compliqué, mais pas pour vous, puisque le grand public l'a trouvé compliqué, ce que je peux comprendre. Il n'était pas fait pour le grand public, mais qui permet de se replonger dans ce qu'a été la construction, par mes prédécesseurs d'ailleurs, de la bioéthique à la française, qui ne relève pas non seulement du CCNE, mais bien sûr aussi d'autres organismes. Alors, sur quelle vision pour les années qui viennent, les 2-3 ans? Moi, ça me paraît difficile d'aller plus loin. Il y a 4 points importants. Le premier, il est autour de l'avancée des sciences, qui est extraordinaire. Moi, je pense que le siècle de la biologie, on a dit jusqu'à maintenant que ça serait la fin du XXe, le début du XXIe. Non, c'est maintenant. Enfin, il suffit de lire le New England chaque semaine pour savoir de l'explosion des connaissances qui est en train d'arriver. Et donc qui va poser évidemment un certain nombre de questions de bioéthique. La seconde question, c'est les modifications et les enjeux sociétaux qui se posent et qui sont issus des grandes questions de la science, mais avec une évolution de la société qui est à la fois, et en particulier dans le post-Covid, où c'est une victoire extraordinaire de la science, et inversement, il n'y a jamais eu autant de doutes de notre société sur la science et le progrès. Donc il y a une sorte de paradoxe extraordinaire qui est en train de se produire là, et sur lequel on a tous une forme de responsabilité. Puis il y a deux autres grands enjeux, qui sont les enjeux éthiques autour de la biodiversité, et on sait un certain nombre et des modifications climatiques, et un certain nombre de membres du CCNE ont été nommés dans ce sens-là. Et puis, bien sûr, le problème du numérique et santé et d'intelligence artificielle au sens large du terme. Alors, après hésitation, on a finalement décidé de créer un comité d'éthique, un CCNE du numérique et de l'intelligence artificielle, qui sera donc séparé du CCNE. On avait fait un comité pilote de préconfiguration, et de ne pas tout mettre dans un grand comité. Il fallait passer par la loi, c'était compliqué en ce moment. Je ne suis pas sûr qu'on ait totalement raison, mais bon, en tout cas, les faits sont là. Il va y avoir donc un CCNE numérique qui va être créé là dans les mois qui viennent, et on aura un chevauchement entre les deux structures sur tout ce qui concernera entre numérique et santé. Et vous savez que c'est une véritable révolution sur les enjeux de numérique et santé. Et puis, il y a une série de partenariats qui existent et qui sont importants, ou de visions, je dirais, plus transversales. D'abord, porter l'éthique en dehors du 7e arrondissement, et bien sûr avec la collaboration avec tous les comités d'éthique institutionnels, et en particulier des grands organismes de recherche, mais en s'appuyant aussi sur les territoires, et en particulier avec les espaces éthiques régionaux. Et on a commencé cette collaboration forte qui permet d'aller poser des questions, poser du débat sur de grandes questions, et qui est un tissu tout à fait extraordinaire, qui nous est envié par tous les grands comités d'éthique européens qui n'ont pas ce tissu au sein des territoires, et qu'on a mené à la fois sur les États généraux de la bioéthique en 2018, et qu'on vient de mener également sur la réflexion sur la fin de vie. Puis il y a bien sûr cette vision internationale, qui est, moi je pensais aller plus vite, à vrai dire, sur la constitution d'un comité d'éthique européen, et je me suis trompé. On n'ira pas vite. On n'ira pas vite parce qu'on a des réunions très régulières, et ceux d'entre vous qui travaillent sur des grands sujets à Bruxelles le savent.
Il y a à la fois des sujets sur lesquels on partage, et puis il y a des sujets, en particulier certains sujets sociétaux, sur lesquels il reste des différences culturelles qui ne sont pas expliquées ni par le Nord, ni par le Sud, ni par le fait que c'est des pays cathos ou pas cathos. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et ça sera très difficile d'arriver sur, en tout cas, un comité d'éthique classique. Peut-être sur le numérique, ça sera plus facile. Mais arriver à une construction commune européenne. Ça ne nous empêche pas de nous parler, ça ne nous empêche pas d'avoir des réunions, ça ne nous empêche pas de partager les évolutions qui peuvent se faire. Alors, les jeunes sont un enjeu. C'est pour nous tous, je pense, qui s'occupons d'éthique, un enjeu majeur. On est souvent des vieux monsieur ou des dames plus jeunes, des vieux monsieur avec des cheveux blancs, des dames en général pas de cheveux blancs, qui réfléchissons, y compris en parlant de l'avenir, pour la future génération. Et so what, qu'est-ce qu'ils pensent? Et so what, comment on les intéresse? Et quelle est leur vision? Alors, on a une journée de bioéthique avec les lycéens qui existe maintenant depuis un certain nombre d'années, qui existe, où on a 10 classes de toute la France, de différents milieux, etc., qu'on fait travailler avec les professeurs de terminale sur un certain nombre de grands sujets. Ils ont travaillé sur la fin de vie, ils ont travaillé sur les enjeux éthiques du changement climatique, et ils vont travailler cette année sur numérique et santé. Et ce modèle, on va le généraliser, justement avec les espaces éthiques régionaux, et en démultipliant et en faisant 15 journées des lycéens dans la France entière sur ces sujets. Et c'est un des enjeux très importants. Comment, et le deuxième, évidemment, d'essayer de modifier les programmes, à la fois pour la formation de nos soignants, c'est en cours, et je suis très optimiste sur ce qui est en train de se passer au niveau des facultés de médecine, parce qu'elles sont intégrées maintenant dans les universités. Et je suis moins optimiste sur l'intégration des modifications de programme à l'éducation nationale. J'étais hier encore à une réunion avec les recteurs pour tenter de leur expliquer l'importance des enjeux éthiques, de citoyenneté, d'apprentissage au niveau de nos jeunes élèves. Je vois, moi, à titre personnel, j'ai des petits-enfants à la fois en France, j'en ai aux États-Unis. C'est beaucoup plus simple dans cette démocratie américaine. Ils abordent beaucoup plus vite des enjeux de citoyenneté que nous le faisons dans notre modèle éducatif français. Et pourtant, je préfère la démocratie française à la démocratie européenne. Alors, deuxième point, une éthique ouverte sur la cité, pour aller plus vite cette fois-ci, et vous rappelez qu'il est fondamental finalement que ces grands sujets ne soient pas seulement discutés entre les sachants et le politique qui décide, mais que la part du citoyen soit également prise en charge. Alors, la loi nous a confié, dans les révisions de loi de bioéthique, l'organisation d'états généraux. Et donc, on l'a fait en 2018 pour aboutir, en raison des différents événements qu'il y a pu y avoir, à une loi qui a été votée finalement en août 2022. Mais on voit bien, et vous le retrouverez dans d'autres modèles, qu'à chaque fois, il y a donc un temps qui est un temps de discussion de démocratie en santé qui peut se faire de différentes façons. Et puis ensuite, il y a un temps politique qui est de construction, mais qui doit s'emparer également des idées qui ont pu sortir dans ce premier temps de démocratie en santé. Et je dois dire que ce modèle, moi, à titre personnel, m'intéresse. C'est comment, dans une grande démocratie comme la nôtre, on arrive à réconcilier, finalement, à la fois le savoir, le pouvoir, mais aussi la place du citoyen. C'est ce triangle, entre guillemets, de construction de démocratie en santé. Et là, les Français, on se dit toujours on est moins bons que les autres, etc. C'est pas vrai du tout, du tout, du tout. Les Européens et des pays étrangers sont très intéressés par le modèle qui est en train de se faire en France sur je dirais, ces temps différents de participation citoyenne, puis ensuite de construction politique. Il ne faut pas les opposer. La vraie démocratie, c'est la démocratie élective. Et nos représentants me le disent souvent. Mais la démocratie participative, c'est une période avant qui permet d'envisager un certain nombre de grandes questions, et en particulier sur les sujets éthiques. Alors, sur les enjeux sociétaux, vous en ai déjà parlé, je passe rapidement. Juste pour vous répéter que quand on parle de l'autonomie ou de l'indépendance d'une structure, systématiquement les scientifiques et les médecins disent par rapport aux politiques. Je répète
que l'indépendance par rapport à la société est aussi un élément important. Et Dieu sait que je suis inclusif, après vous avoir dit qu'il fallait faire de la démocratie sanitaire. Mais il faut également savoir que la société, par ses modifications, on a une société qui est différente française, qui est différente de celle d'il y a 30 ou 40 ans, induit des sujets sur lesquels on peut se focaliser au détriment peut-être des sujets d'avenir. Et il y a une balance, une ligne de crête à trouver qui n'est pas si facile que ça. Alors, sur les enjeux de démocratie en santé, la loi de bioéthique, la dernière loi de bioéthique nous a, je dirais, poussé à ça, avec à la fois l'arrivée des membres de la société civile au niveau du CCNE, et puis le fait d'avoir organisé de grands débats. Et le premier, l'année 2023, était un grand débat sur la fin de vie, et on est en train de revoir ce qu'on va mettre en place à partir de 2024. Juste deux petites problématiques rapides que vous avez abordées au cours de ces journées, qui sont pour à la fois anticiper sur ce qui peut se passer avec les organoïdes et regarder finalement les conséquences d'une loi. Alors, anticiper avec les organoïdes, je passe très rapidement, la session précédente en a parlé, pour peut-être poser une série de questions éthiques, et je sais que le Conseil d'orientation de l'ABM a produit un papier il y a de façon récente, et qui donne, enfin, s'occuper d'éthique, ce n'est pas seulement regarder finalement ce que la science produit avec du retard, c'est anticiper des questions qui peuvent se poser. Et là, très clairement, il y a des questions majeures qui vont se poser. C'est à la fois probablement des choses extraordinaires dans le domaine de la recherche fondamentale, du biomédical. Il y a un certain nombre de progrès vont être massifs avec l'arrivée des organoïdes. Et inversement, ça pose des questions simples de qu'est-ce que c'est, jusqu'à quel point un cérébroïde ou un blastoïde, jusqu'à quel point quel est son statut exactement. Je vous rappelle que pour les blastoïdes, et ça a été évoqué dans la session précédente, on peut maintenant construire des embryons asexués, asexuels chez l'animal, que la ligne rouge est totale chez l'homme, pour l'instant en tout cas, et j'espère qu'elle va le rester longtemps. Et on est capable d'avoir des lignes rouges en bioéthique. Regardez ce qui s'est passé au niveau international, finalement, sur le génome. On a été capable d'avoir un certain nombre de lignes rouges, mais néanmoins, c'est une vraie question. Et les cérébroïdes aussi, les gens qui s'occupent de neurosciences sont évidemment passionnés par ce type de sujet, mais posent une série de questions. Jusqu'où va-t-on aller et jusqu'où ce groupe de cellules est-il capable de ressentir ou pas, finalement, et quel est son statut? Alors, deuxième point, vous savez que dans notre mode de fonctionnement français, je le dis devant la ministre sans hésiter, on a une grande incapacité en France à évaluer le retentissement d'une loi. On produit pas mal de lois, c'est normal, mais le processus d'évaluation de ce qu'a été une modification de politique publique n'est pas ancré, je dirais, dans la politique française. Il commence à y arriver, mais il n'est pas ancré, beaucoup moins que dans la vision anglo-saxonne. Il est quand même intéressant de se dire, mais finalement, il y a une loi de bioéthique de 2022 qui a changé beaucoup les choses, et on y tenait sur la procréation. Et quels sont les premiers résultats? Alors vous les connaissez, mais je les répète rapidement. Finalement, on pensait qu'il y aurait une chute du nombre de donneurs. C'est pas vrai, il y a plutôt une augmentation du nombre de donneurs de spermatozoïdes. Et puis, il y a surtout, finalement, sur l'autoconservation des ovocytes, une très forte demande avec une série de questionnements sur le type de femme qui est demandeuse, quelles sont les questions qui s'opposent, l'organisation des soins, quelques données sur la PHP qui a été obligée de mettre très rapidement, et c'est vrai au niveau national, un certain nombre de financements supplémentaires, mais un financement supplémentaire finalement pour des besoins qui sont des besoins, je dirais, à vision personnelle. Dans le droit à la santé, ou est-ce que là on est véritablement dans le droit à la santé ou un droit à autre chose? Et ce qu'on met là, on ne le met pas ailleurs. Ce qui pose une question aussi,
finalement de l'égalité versus équité, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc il y a de vraies grandes questions qui se posent derrière ça, mais en tout cas on est capable d'avoir déjà quelques chiffres. Ce que je recommande, moi, c'est d'être capable d'avoir des évaluations de politique publique, donc de mettre des moyens de recherche, et pas forcément de mettre ces moyens de recherche, d'évaluation sur des cabinets d'audit divers et variés, mais on est capable de le faire dans un cadre universitaire, dans un cadre des organismes de recherche, d'évaluer ce qui a été finalement une décision, une loi de politique publique. Et c'est ce que je dis pour la loi sur la procréation à l'intérieur de la loi de bioéthique de 2022, je le pense pour évidemment d'autres sujets. Alors, très rapidement pour terminer, vous interpellez et m'interpellez moi-même sur deux valeurs éthiques qui, me semble-t-il, sont en tension dans notre démocratie, l'autonomie ou liberté individuelle versus finalement la vision de solidarité et de vision plus collective. Et juste vous donner deux exemples, l'un autour du Covid. Je vous rappelle que je m'étais mis en déport de ma présidence du CCNE quand j'ai été nommé président du Conseil scientifique Covid, mais qu'évidemment j'ai suivi les enjeux, en tout cas durant la première partie de 2020, mais que j'ai suivi les enjeux bioéthiques qui se sont posés. Et si on résume ça très rapidement, je vous rappelle, je vous rassure, je ne vais pas vous faire un cours sur le Covid, il s'est posé deux grands types de points. Premièrement, la vision de santé publique par rapport à la vision de la recherche et à l'innovation. Bon, et on ne doit pas les opposer, c'est plutôt qu'elles sont dans des temporalités différentes. À l'intérieur de la vision de santé publique, on a cette vision individuelle qui repose sur la notion de liberté, de liberté individuelle, donc d'autonomie, versus la vision plus collective. Et cette tension, on l'a clairement vue entre générations, entre certaines régions de France par rapport à d'autres, où certains d'entre vous sortez de cette crise en disant « on a touché à ma liberté individuelle, au nom de quoi ?» Et d'autres, au contraire, se sont dit « oui, mais j'ai eu une restriction de ma liberté individuelle versus une vision plus collective. » Et probablement, chacun d'entre nous, on est passé dans une balance, dans une bascule selon les moments. Et c'est bien un enjeu majeur pour notre société. Pourquoi ? Parce que dans ce triangle entre citoyens, médecins sachants et décisions politiques, puisque les décisions étaient prises par les politiques, l'ensemble de tout ça doit conduire à la confiance. Et on ne résout une grande crise de ce type que s'il reste un phénomène de confiance. Et c'est bien là où les enjeux se sont posés. Alors, je voudrais quand même rappeler, puisque vous êtes une majorité de scientifiques dans cette salle, que la France ne s'en sort pas si mal d'un point de vue sanitaire de cette crise Covid. Et que quand on regarde les chiffres autour, par exemple, de la perte de durée de survie, eh bien la France perd 3 mois durant cette période, l'Allemagne, qui nous a été souvent citée en exemple, 4 mois, l'Espagne et l'Italie plutôt autour de 9 mois, et les États-Unis perdent 2,6 ans. Et c'est fondamentalement intéressant de poser, dans une certaine mesure, cette vision américaine qui a été à la source de l'innovation. Les vaccins, même si les techniques sont arrivées de biotech étrangères, mais ce sont eux qui, finalement, les ont mis au point. Les premiers antiviraux efficaces, ce sont eux qui les ont mis au point. Donc, ils ont été, comme d'habitude, très top niveau sur l'innovation, et inversement, en termes de santé publique et d'accès aux soins, de discussion sur vision individuelle et vision plus collective. On est aux États-Unis dans un modèle qui est très vision individuelle, uniquement vision, pour ne pas dire uniquement vision individuelle, et les populations les plus déshéritées, en particulier les Blacks américains et les Hispaniques, ce sont eux qui ont cette perte de durée de vie qui est très importante. Alors, la France, je rappelle, a aussi été le pays qui a gardé le plus longtemps les écoles ouvertes, et puis qui, en fait, en termes d'économie, alors là, je suis totalement incompétent, mais certains disent que finalement, c'est vrai qu'on a une très très grande dette, mais que peut-être ce n'est pas si majeur que ça par rapport à d'autres points. Je voudrais juste terminer, je ne vous embêterai pas trop sur le Covid, mais profiter de cette slide pour vous poser la question de finalement un pays comme la France qui prône l'égalité comme une valeur républicaine
et l'égalité d'accès aux soins en particulier. Et je viens de vous dire l'intérêt qu'il y avait eu pour obtenir ce type de résultat. Néanmoins, bien que nous soyons avec cette passion de l'égalité, avant même le Covid, vous savez qu'il y a 8 ans de différence de durée de vie selon qu'on habite le sud du RER ou le nord du RER, entre Sceaux et le 9-3. 8 ans chez les hommes, indépendamment de Covid. Question posée, est-ce que Covid a aggravé les choses ? Il ne les a pas aggravés parce qu'il y a eu un effort massif de l'État pour prendre en charge les plus fragiles, en particulier pendant le premier confinement. Mais il ne les a pas améliorés non plus. Et sur à la fois la mortalité, la morbidité, l'accès au vaccin, les plus déshérités sont toujours restés moins bons que les autres. Et quand on interroge les géographes, les anthropologues, les spécialistes de l'économie de la santé, on voit très clairement qu'il existe à peu près entre 35 et 40 zones en France qui cumulent tout, qui cumulent à la fois c'est les plus pauvres, c'est l'accès aux soins, c'est l'accès à la scolarité qui est le plus faible. Ce qui doit nous faire poser la question, est-ce que notre réponse égalitaire, de l'égalité à la républicaine, est-elle la bonne solution ou faut-il commencer à penser, et avec les politiques évidemment, à plutôt aller vers de l'équité, c'est-à-dire mettre les moyens là où ils sont le plus nécessaires. Ça a commencé à être fait en doublement de certains professeurs dans l'éducation nationale. En santé, je pense qu'on en est encore loin. Mais interrogez-vous, véritablement, si j'ai un message à passer, c'est cette notion d'égalité versus l'équité qui ne sont pas véritablement à opposer, mais peut-être un peu moins d'égalité et un peu plus d'équité. Alors, juste sur mes dernières... non, ça c'était les avis du CCNE, et vous voyez qu'on a sorti une série de livres autour des avis du CCNE pendant la crise, qui a été très actif à la demande à la fois des autorités, mais spontanément lui-même avec des autosaisines sur une série de livres. Alors, juste, et je termine, et j'en ai pour 3 minutes, toujours cette notion entre, finalement, autonomie et solidarité. Et elle se pose, je pense, sur tout le débat actuel et sur l'évolution de là où ira une possible nouvelle loi sur la fin de vie. Ça faisait partie intégrante de l'avis du CCNE il y a 1 an, donc en septembre 2022. L'avis du CCNE préconisait 4 points qui étaient le renforcement des mesures de santé publique et en particulier des moyens dans le domaine de la fin de vie et des soins palliatifs, mieux connaître la loi Claes-Leonetti, s'interroger sur certains enjeux éthiques de situations très particulières et assez limitées, en particulier de pronostics réservés à moyen terme, et enfin la nécessité d'un débat public qu'on avait demandé aux autorités, ce qui a été réalisé. Et il y a eu, vous le savez, là maintenant, dans ce processus de débat citoyen et de débat démocratique en santé, à la fois la Convention citoyenne par le CESE, les débats organisés par les espaces éthiques régionaux et le CCNE, plus de 500 débats en région, bien sûr la Conférence nationale de santé qui a émis aussi un avis sur les droits auprès d'un certain nombre de patients, les avis divers des conseils de l'ordre des médecins, mais de l'Académie de médecine, mais qui vont un peu tous quand même dans le même sens, et puis bien sûr le travail qui a été réalisé au niveau du ministère par Madame la Ministre, avec ce travail de concertation pendant plusieurs mois, avec à la fois les soignants et les parlementaires. Alors, moi, ce qui m'a frappé dans les débats en région, j'en ai assisté à beaucoup, c'est finalement la grande sérénité. C'est-à-dire que ce n'était pas des débats, c'était une réunion d'information. C'est aperçu que les gens connaissaient très mal beaucoup de choses sur la loi Claes-Leonetti, les droits qu'ils avaient, enfin bon, toute une série de grandes questions. Et ça m'a frappé par rapport à, finalement, ce que j'avais vécu lors des États généraux de la bioéthique en 2018, où il n'y avait pas du tout de sérénité sur quand on faisait une réunion sur les nouveaux enjeux de la procréation, où là, c'était extrêmement tendu. Pour plusieurs raisons. Ce qui montre bien qu'il y a quand même de la part de nos concitoyens, finalement sur certains grands sujets, la capacité à aborder ce type de débat avec humanité et sérénité. Voilà, c'est donc, finalement je termine là-dessus, je trouve que vraiment cet enjeu autour de
l'autonomie de la vision individuelle, qui est une vision très anglo-saxonne, hein, mais auquel on sent bien que nos concitoyens sont en train d'aller. Et puis inversement, cette vision plus collective, hein, de solidarité vis-à-vis des plus fragiles, comme j'insistais, qu'on a vu aussi au moment du Covid. Et probablement, ni l'une ni l'autre, on a besoin des deux, on a besoin de... Les libertés individuelles, c'est fondamental. Et inversement, la solidarité collective par rapport à nos populations les plus anciennes et les plus fragiles est un élément essentiel. Donc voilà, moi je reste totalement persuadé que c'est un enjeu majeur pour nos démocraties. Et je vais faire quelque chose qui n'est pas éthique du tout, alors. Et je vais vous dire que j'ai écrit tout ça dans un livre qui vient de sortir, donc ceux qui sont intéressés peuvent me suivre sur ce livre. Merci à tous.